Chers amis de TV Liberté, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce grand angle. Aujourd'hui, un invité un peu particulier mais vous connaissez le principe de l'émission sur notre chaîne, sur TV Liberté. Nous recevons, et oui, un camarade communiste, Loïc Chesnoux, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de me recevoir ici. Ah, mais c'est un plaisir. Alors, Loïc, vous êtes un jeune philosophe, vous avez déjà une œuvre derrière vous sur les auteurs, disons, un peu lourds du marxisme, et d'ailleurs un ouvrage Confession, pourquoi je suis communiste, il y a quelques années. Et alors, je tiens à dire à nos auditeurs, vous venez ici sur un sujet très particulier qui n'est pas en soi, disons, de faire un match sur le communisme ou pas. Vous venez de faire un ouvrage doctrinal extrêmement intéressant sur marxisme et intersectionnalité. Aux courageuses éditions d'Elga, tenues par le camarade Aymeric Monville, que je salue, qui je sais est de temps en temps un téléspectateur de TV Liberté. Et vous avez centré votre propos sur toutes ces problématiques qui hantent un peu notre public, et le fait que vous ayez lu ces courants, que vous ayez un œil très particulier dessus, fait que j'ai voulu vous avoir à ma table, parce que, évidemment, tout le web alternatif bruisse sur les woke, sur l'intersectionnalité, sur tous ces gens, et en réalité on se fait des tas d'idées dessus, on pense, à tort ou à raison, que c'est une sorte de dégénérescence de l'Occident qui nous effraie. Moi, je le vois, particulièrement leur rapport à la culture, au fait d'effacer les choses, de détruire les statues, de liquider toute référence au passé. Ça nous rappelle des souvenirs plus ou moins bons, et dans le cas présent assez mauvais. Et en réalité, personne n'y comprend rien, simplement parce que c'est un mouvement qui nous est très étranger, qui débarque. Et vous qui les avez lus, qui sont ces gens ? De quoi l'intersectionnalité ? De quoi tout ça est-il le nom ? Alors, c'est une longue question, mais alors c'est très intéressant, et notamment si j'interviens aujourd'hui et si j'ai écrit ce livre, je pense qu'il faut dire à nos auditeurs, notamment ici, que justement c'est parce que je me pose complètement en faux vis-à-vis de ce courant justement qu'on va qualifier de postmodernisme et lié justement à l'intersectionnalité. Alors on a des noms de philosophes qui nous viennent très rapidement, qui sont souvent cités, les Deleuze, les Foucault, les Derrida. On a un peu trop tendance à oublier, notamment des personnes comme Jean-François Lyotard aussi, qui ont énormément contribué justement à tout cela. Alors effectivement, on peut souvent avoir tendance à penser que ça vient du marxisme et que finalement, sous prétexte, c'est souvent des choses qu'on entend, sous prétexte que finalement il y aurait dans le marxisme l'idée qu'il y ait un oppresseur et des oppressés, eh bien on aurait repris la même dynamique, qui est déjà une dynamique très partielle chez Marx, mais là surtout on fait face à des auteurs en fait qui d'emblée et dès le début, et je pense encore à Jean-François Lyotard notamment, vont s'inscrire complètement en faux vis-à-vis du marxisme. Et ça c'est très intéressant et c'est très important pour nous parce que c'est dans ce sens-là que c'est une double supercherie. À mon avis, l'intersectionnalité qui donc dérive du postmodernisme, je vais y venir, est une double supercherie en ce sens qu'une supercherie, c'est une tromperie qui vise à substituer quelque chose substituer, disons, quelque chose de tronqué à ce qui est authentique. Et là, justement, c'est ce qui s'est passé avec le marxisme. C'est-à-dire que finalement, eh bien, on avait une théorie qui est critiquable par certains aspects, qui est le marxisme, qui est le matérialisme historique, si l'on veut, qui visait justement à l'émancipation des classes populaires, et s'y est substitué justement le postmodernisme est comme un affront véritable. Mais c'est aussi une supercherie en ce sens que pour bien des personnes à droite, ils ont l'impression que lorsqu'ils critiquent justement ce postmodernisme, en fait, il critique le marxisme culturel, le communisme. Alors qu'encore une fois, moi, je me positionne dans ce livre, et encore une fois, je vous remercie de m'inviter ici, parce que dans ce livre-là, et les lecteurs pourront le découvrir, je m'en prends évidemment à une certaine gauche, mais aussi en miroir à une certaine droite réactionnaire qui réagit, et je le dis, justement sur le même terrain. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait, finalement, moi, je me positionne clairement dans ce livre-là, encore une fois, comme communiste, et j'entends faire entendre le fait que ceux qui se présentent comme les tenants de la théorie de l'intersectionnalité, comme les militants woke, etc., éveillés, vigilants, comme on voudra, eh bien finalement, n'ont rien à voir. Moi, encore une fois,
quelque part, qu'ils défendent cette théorie-là à grand bien leur face. Par contre, qu'ils cessent de dire que c'est un dépassement du marxisme, que c'est une continuité de la théorie aussi marxiste et du communisme. Pour moi, ils n'ont rien à voir avec ce que nous défendons. Ce sont des mouvements de gauche, et dans ma bouche, gauche n'est pas synonyme de communiste. Ce sont des mouvements libéraux dans la continuité des droits de l'hommisme, etc., mais qui, par bien des aspects, n'ont rien à voir avec le communisme. Et donc, le postmodernisme, encore une fois, se distingue par bien des aspects du marxisme. J'en parle dans le livre, ce serait peut-être un peu long là de détailler, mais notamment sur des questions profondes, des questions épistémologiques notamment, c'est-à-dire que ce qu'il va y avoir de plus important dans le postmodernisme, ça va être le rapport au discours, à ce qui est dit et plus à la réalité matérielle, comme c'est le cas dans le marxisme. C'est-à-dire que finalement, ce qui va être important, c'est, prenons un seul exemple qui n'est peut-être pas connu, mais disons-le rapidement, par exemple Michel Foucault, qui s'inscrit complètement dans la lignée postmoderniste, eh bien, son Histoire de la sexualité, qui est un livre par ailleurs tout à fait intéressant, là n'est pas le problème, encore une fois, mais c'est un livre qui, contrairement à ce que son nom indique, on pourrait penser effectivement que Michel Foucault fait une archéologie, pour reprendre un terme qui était propre, sur la sexualité dans l'histoire et comment est-ce que les mœurs ont évolué, etc. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait autre chose. Il s'intéresse à la manière dont la sexualité a été pensée, comment elle a été représentée, comment est-ce qu'elle était perçue par certaines personnes à certains moments, etc. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain interprétatif au sens nietzschéen, là où un marxiste s'intéresserait justement à la manière dont, pourquoi est-ce que par exemple le mariage d'amour intervient, ce que fait très bien Michel Clouscar, traité de l'amour fou. Voilà, pourquoi est-ce que justement à un moment donné le mariage d'amour peut intervenir et intervient dans telle période historique plutôt qu'une autre, et qu'est-ce qui lui permet d'émerger dans une base, disons notamment économique, sociale, etc. particulière. C'est un travail qui en réalité n'a rien à voir. Et donc je conclus pour qu'on puisse poursuivre. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'ils vont complètement évincer le marxisme, et Jean-François Lyotard, encore une fois par exemple, va vraiment se positionner en faux face au marxisme, va récuser ce qu'il appelle... Même chose chez Michel Foucault. Voilà, tout à fait. Et ils vont récuser Deleuze pareil. Alors, disons-le rapidement aussi. Lyotard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre à ce qu'il appelle par exemple les grands récits. Les grands récits. Qu'est-ce que c'est? Que sont les grands récits en fait finalement? Là aussi, je détaille dans le livre, et on pourrait y développer davantage, mais en gros, ce qu'il appelle les grands récits, ça va être toute l'idée de philosophie systématique. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on retrouvait depuis l'Antiquité, notamment chez Platon, qui est un penseur à système, mais aussi, bien sûr, chez Hegel et chez Marx. Et donc, ce qu'ils attaquent par l'intermédiaire des grands récits, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils attaquent en fait indirectement Hegel, et c'est le biais par lequel ils en viennent à attaquer Marx. Et c'est très intéressant parce que ce sont tous des Nietzschéens en fait. Et moi, ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est que on voit aussi à droite, il faut le dire, des gens qui parlent de gauchisme. Je citerai pas forcément de nom, mais tout le monde verra assez vite de qui je veux parler, de gauchisme, et qui, tout en se revendiquant de Nietzsche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont en commun cette même chose, qui est en fait une méthode généalogiste héritée de Nietzsche, dont je parlais tout à l'heure justement, c'est-à-dire encore une fois s'intéresser au discours, aux représentations, bien plus que les marxistes dérivent bien plus qu'à la praxis, qu'aux conditions matérielles, etc. Et ce qui va les intéresser outre mesure, ce n'est pas le rapport au vrai. Chez Nietzsche, il y a une vraie critique, sérieuse encore une fois, du rapport à la vérité, de l'objectivité, etc. Parce qu'on va y préférer la position, Nietzsche dit, de philosophe législateur. Le philosophe législateur, c'est celui qui s'impose par ses valeurs et qui n'a que faire quelque part du vrai, du faux, du bien, du mal, etc. Mais qui va s'imposer par un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, on assiste effectivement, j'ai l'habitude de dire, pour prendre une métaphore, qu'en fait, on a des courants politiques qui se tirent les uns sur les autres, mais en fait, ils sont tous en train de jouer au football sur le même terrain, sans remettre en question ce terrain-là. Et moi, en fait, avec mes petits camarades, on est en train de dire, non, mais il existe aussi le basket, il existe aussi le hockey, venez jouer avec nous. Et pour eux, non, ça n'existe pas. Ils sont sur le même terrain, ils sont certes adversaires, mais sur le même terrain. Je vais me permettre de reformuler, parce que c'est là où nos amis de TV Liberté vont comprendre pourquoi je vous ai fait venir. Parce que, malheureusement, toute une partie, à un moment, malheureusement, quand le jeu politique n'est pas sur des questions tragiques ou dramatiques, surtout tragiques, la souveraineté, ce que Baudrillard appelait, faut se rappeler cette phrase de Baudrillard, dans le temps on se battait pour la souveraineté, on se battait pour la gloire, aujourd'hui on se bat pour l'identité. On se bat pour ceux qui devraient aller de soi, et quand ça va plus de soi, ça va plus du tout. Pourquoi je vous ai fait venir? Parce que justement, pour avoir cet œil qu'en réalité, nous risquons. Moi, je suis un nationaliste.
vous aura pas échappé. Certes, d'une école tout à fait particulière, qui est le gaullisme, qui me permet d'avoir un œil sur la totalité du spectre de pensée, parce que il y avait des gaullistes de partout, ce qui n'est pas le cas de la sociologie habituelle de la droite. Or, le problème, c'est que nous risquons de n'être que ce que nous poursuivons. Or, aujourd'hui, la lutte anti-woke devient, qu'elle soit nécessaire n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous nous trompons sur notre adversaire. Et surtout, nous faisons la même erreur, c'est que nous délaissons le réel pour entrer dans le discours. Nous devenons ce que George Steiner appelait des logocrates. Et du logocrate au masturbateur compulsif, il n'y a malheureusement qu'un pas. Donc, le problème, c'est pour ça que je vous ai fait venir, c'est que nous n'avons peut-être pas le même rapport à la réalité, mais au moins la notion de réel importe pour nous. C'est ce qui fait un des points de ce dialogue. Or, il y a un problème du rapport à la réalité des woke, ça c'est certain, et d'une partie de l'anti-wokisme, parce que j'ai tendance à croire, à tort ou à raison, que quand on est fa et antifa, je me rappelle à une époque, il y avait le grand débat des fascistes et des antifascistes, des fa et des antifas, et en réalité on ne se rendait pas compte que tout ça, par rapport à ce qu'est Davos, par rapport à ce qu'est l'Union européenne, à ce qu'est la Commission, par rapport au rapport de production, eh bien, tout ceci est entre guillemets un jeu de riches. Parce que nous faisons une guerre idéologique pour tenir le caniveau de la rue, mais une fois conquis, nous tenons le caniveau, et c'est très bien de tenir le caniveau. Il ne restera plus qu'à conquérir les plaques d'égout, et tout le monde pourra s'embrasser gaiement. Embrassons-nous, Folleville. Donc, voilà pourquoi je vous ai fait venir. Or, nous n'avons pas, là encore, personne n'a, disons, à embrasser nécessairement les idées des autres. Mais il y a un point, c'est la disparition du réel. Et aujourd'hui, au milieu d'ailleurs des événements d'Ukraine, au milieu des événements de la grande maladie qui nous a occupés ces 2 dernières années, évitons de la nommer pour éviter les ennuis, c'est pour dire l'état de ce pays de liberté qu'est la France, le rapport au réel devient, à mes yeux, peut-être à tort, l'épreuve du feu entre les uns et les autres. C'est-à-dire que le discours ne suffit plus. À un moment, il y a un réel à côté du discours. Et je pense que c'est l'indécence profonde de votre livre. C'est qu'il y a un réel à côté du discours. Je vais rappeler juste, peut-être la partagerez-vous, une petite définition humoristique de réel. D'habitude, je prends celle de Lacan. Le réel, c'est quand on se cogne. Ouais. Mais j'en ai trouvé une qui est tellement mieux. Et je la balance maintenant à qui il veut l'entendre. C'est celle d'Éric Tabarly, d'Olivier de Kersauzon. Quand un cachalot arrive par tribord, il est prioritaire, mais à bien y réfléchir quand il arrive par bâbord aussi. Le réel, c'est ça. Or, pour vous, vous qui, en plus, vous avez le courage de venir ici. Moi, j'aime les gens qui ont du courage. Et parce que une partie des gens qui vous critiquent, issus de ces milieux-là, ne vont peut-être pas tout à fait apprécier que vous veniez les critiquer ici, particulièrement. Mais pour vous... Mais je suis ouvert à leur invitation, au passage, je le précise, parce que c'est aussi l'un des problèmes. Bien sûr. Mais la seule chose, c'est que je ne suis pas certain qu'ils vous invitent. Voilà, parce que je vais vous poser une question franchement. Quand on voit le mouvement woke, je parle sous votre contrôle, a déjà près d'une dizaine d'années aux États-Unis, une quinzaine d'années peut-être. Oui. Les retours anthropologiques sont quand même pas très bons. Et question, est-ce qu'il faut les combattre, comme certains s'enorgueillissent de les combattre, parce que peut-être, c'est plus facile de les combattre eux que de combattre autre chose. Il y a des forces plus lourdes à combattre que peut-être on s'économise en combattant des gens sympathiques à cheveux bleus et amateurs de quinoa. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut les combattre et si oui, comment, tels que vous les avez vus? Alors, plusieurs choses. Je reviens juste sur le début de votre intervention. Je cite dans le livre, pour ne prendre qu'un exemple, c'est pas encore une fois la personne qui est en soi problématique, c'est pour prendre un exemple vraiment, de cet entretien entre Éric Zemmour et Michel Onfray qui avait dû avoir lieu début novembre, quelque chose comme ça, où Éric Zemmour dit explicitement, justement, ça m'avait marqué, je le reprends texto dans le livre, là je l'ai pas exactement de tête, mais où il dit « J'ai remarqué que justement les mouvements gauchistes qu'il assimile d'emblée au marxisme justement, ce qui est faux, et utiliser certains mots plutôt que d'autres, notamment
notamment le terme de féminicide, etc. Et ça, on pourrait largement les critiquer, là n'est pas le problème. Mais Éric Zemmour dit, moi, mon objectif, c'est justement d'employer mes mots, parce que mes mots, justement, vont produire un autre réel. Et ça, c'est scotchant. Et c'est ça que j'essaie de signifier avec le... Voilà, c'est extrêmement constructiviste. Et donc, effectivement, j'en reviens à ce que vous avez décrit longuement, c'est-à-dire qu'effectivement, on passe à côté du réel. Et j'ai souvent l'habitude de dire, justement, que dans le postmodernisme, le réel n'existe pas. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'encore une fois, pour des raisons épistémologiques que je peux essayer d'expliciter assez rapidement, en fait, on va en venir à considérer, en fait, que justement, le réel, de manière générale, n'existe pas, ou qu'en tout cas, s'il existe, parce que c'est quand même un peu plus nuancé que ça, il nous est inaccessible, ce qui est très différent. Et là, encore une fois, je n'ai pas le temps de faire un cours de philosophie, mais tous ceux qui ont fait un peu leurs armes dans la philosophie classique et tous ceux qui ont lu notamment, puisque c'est mon sujet, Hegel et Marx, de la lignée Kant, Hegel, Marx, savent que justement ce qui prédomine dans le marxisme, c'est le fait que le réel existe indépendamment du sujet, par définition, et qu'ensuite il y a une interaction, notamment par l'intermédiaire de la praxis, etc. Je ne m'étends pas là-dessus. Dans le postmodernisme, justement, d'emblée, on va considérer que le réel nous est inaccessible et que donc la seule chose qui nous est accessible, c'est ce qu'on peut dire du réel. Donc si par exemple, moi je décrète que, et vous allez voir que c'est intéressant parce que ça va rappeler des choses à ceux qui nous regardent, si je décrète par exemple que la table sur laquelle on est actuellement est un carré et que vous me dites bah non c'est un rond, bah, pourquoi pas, après tout on peut discuter le lendemain, savoir, et puis le réel est complètement mis de côté. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Voilà. Parce que demain je serai une théière à moitié libanaise et voilà. Et là on est dans le subjectivisme. Et là encore, je termine sur ça. Ce qui est très intéressant dans cette intervention-là, c'est que certaines personnes vont dire, et d'ailleurs Daniel Schneiderman lui-même à ce moment-là, puisque c'était dans Arrêt sur image, dit je sais pas, votre apparence, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, on a une double négation. Ici, c'est toujours une négation historique. Parce que d'un côté, on en a qui vont dire, bah non, ça se voit parce qu'il est biologiquement un homme. Et donc, réduction biologique et naturaliste. Hein, comme si, du coup, il ne pouvait, comme si de fait, il ne pouvait exister que de rapports sociaux liés à la biologie. Et de l'autre, ça va être un subjectivisme. C'est moi-même tout seul qui décide de mon identité. Ce qui est du grand n'importe quoi, en réalité. Et ce qu'ils évincent dans les deux cas, encore une fois, c'est l'histoire. Ce qui me fait dire que vous êtes un homme, c'est justement une pratique historique, une manière de se tenir, une manière de parler, une manière de s'habiller, etc. Tout ça, c'est une pratique historique. C'est pas dans la nature, tout ça. Donc en fait, les deux passent à côté du problème, justement, et évincent la problématique centrale, rappelée par Marx, qu'est l'histoire, justement. Donc ça, je tenais à y revenir pour bien qu'on comprenne justement pourquoi je me positionne complètement à l'écart. Et ce qui est important, et on va en venir justement à comment les combattre, pourquoi, etc., c'est sur le fait aussi que, justement, ils se positionnent, les tenants de l'intersectionnalité, qui est une théorie, hein, qui n'est pas un mouvement, c'est une théorie à l'origine, ou les woke, justement, ils se positionnent justement dans une attitude qui vise à s'en tenir justement au changement de mots, de phrases, etc. C'est-à-dire, pour un marxiste, ils s'en tiennent uniquement à la superstructure, en fait. C'est-à-dire au reflet idéologique. C'est-à-dire que, par exemple, on va, encore une fois, devoir dire Madame la ministre plutôt que Madame le ministre. Et, par exemple, on va se poser des questions de savoir si, je ne sais pas, en réalité, ils vont utiliser des catégories eux-mêmes biologiques, même s'ils les inscrivent dans un rapport social. Je pense à la catégorie, par exemple, de femmes. Mais sans comprendre, en réalité, que les intérêts sociaux des femmes, ça ne veut rien dire. Que pensent les femmes de l'augmentation du prix de l'essence, par exemple? C'est idiot, d'accord? Madame Bettencourt, à l'heure actuelle, l'augmentation du prix de l'essence, elle en a un peu rien à faire, j'imagine. Alors que, évidemment, quand on est une femme des classes populaires et qu'on galère, qui plus est, quand on est dans les familles monoparentales, etc., et qu'on est en grande difficulté, en précarité sociale, eh bien, la question du prix de l'essence, c'est une question qui nous importe. Quand on est Madame Sandrine Rousseau et qu'on dit « Oh, souvenez-vous quand même, parce que là, on y est », qu'elle nous avait dit au mois de novembre, si je suis élue présidente, bon, on n'a même pas besoin d'elle, encore une fois, si je suis élue présidente, je ferai en sorte que le prix de l'essence passe à 2 € le litre. Ben voilà, vœu exaucé, vous pouvez vous en aller, c'est parfait. Mais c'est pas, mais ce qui a fait que le prix de l'essence est à 2 € d'ailleurs, c'est justement des conflits géopolitiques qui nous ramènent là à la réalité matérielle. À la réalité matérielle, bien sûr. Bon, et donc du coup. Les combattre ou justement les ignorer. Est-ce qu'il ne faut pas les laisser tout simplement, pardonnez-moi le terme, il est un peu violent, pourrir anthropologiquement? Parce que malheureusement, ça va aller vite. Enfin, si vous voulez, à force d'avoir des demi-théières, un carbelette tous les 4 du mois, la prochaine génération n'aura peut-être pas lieu parce que c'est intrinsèquement infertile. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soit dit sans plus d'agressivité que ma formulation, mais
on ne voit pas comment un mouvement comme ça peut survivre biologiquement, anthropologiquement. Alors, pour l'anecdote, et après, on essaiera d'être un peu plus sérieux, mais même si ça reste un marqueur idéologique assez important. De toute façon, ils sont contre-productifs pour eux-mêmes. Si on lit Madame Alice Coffin, par exemple, l'exercice auquel je me suis prêté récemment, Madame Alice Coffin... C'est de l'apostolat, très cher. Qui parle d'un certain génie lesbien et qui, dans son livre, explicite clairement le fait qu'elle ne sait pas si elle pourra mourir sans blesser un homme et où elle invite justement à faire en sorte qu'on blesse l'orgueil des petits garçons, etc. Et évidemment à ne pas avoir d'enfants et ne pas avoir de garçons. Au bout d'un moment, peut-être que petit à petit aussi, ça va s'amenuire de soi-même. Voilà, bon. À côté de ça, je pense qu'il faut les combattre, mais qu'encore une fois, il faut réviser l'échiquier politique. Et c'est un secret de polichinelle que nous avons eu plusieurs échanges. Et je pense qu'ils ne sont pas vains pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, nous pensons au travers de catégories politiques qui sont intimement liées à la classe dominante. C'est-à-dire que, par exemple, ces personnes-là vont se revendiquer de gauche. Et donc, moi, on va considérer que je suis de gauche. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, certaines personnes dites de droite vont se dire on va pas parler avec lui parce que finalement, ce sont les mêmes. Oui, moi, j'estime que nous avons des différences théoriques, idéologiques profondes qu'on connaît, mais qu'on a aussi des points de convergence, notamment sur la question de la souveraineté, qui là sont dans le vif du sujet, qui me paraissent beaucoup plus essentiels à l'heure actuelle, par exemple. Là où, finalement, je vois avec ces personnes des divergences idéologiques extrêmement profondes et parfois beaucoup plus profondes, en ce sens aussi que ce sont des libéraux de gauche. Et il faut rappeler que dans l'histoire, effectivement, la gauche, ce sont les libéraux, tout simplement. Raison pour laquelle, et c'est ce que je fais dans le livre aussi à la fin du livre, justement, j'essaie d'en appeler à une recomposition de l'échiquier politique et à partir de catégories qui ne sont pas celles-ci. Je me permets cette remarque extrêmement drôle de l'humoriste Chicandier qui a posté une vidéo Instagram récemment dans laquelle il dit avant moi j'étais notaire, alors, je le fais moins bien que lui, je suis désolé, donc j'étais de droite nécessairement, donc j'allais au Val d'Isère, je mangeais foie gras, je me faisais plaisir, etc. Et il dit aujourd'hui les gens confondent tout. Je continue à aller en vacances au Val d'Isère, il y a foie gras, il y a caviar, etc. Mais maintenant, je suis comédien, donc je suis de gauche. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour montrer la confusion. Et Michel Kluskar, encore une fois, avait une très bonne distinction dans Néofascisme et idéologie des déserts pour bien comprendre ça et distinguer le niveau de vie du genre de vie. Où il expliquait déjà très bien que les jeunes hippies, des mouvements gauchistes, etc., qui s'étaient vus naître dans les années 70 notamment, fin des années 60, etc., Woodstock, mai 68 et compagnie, eh bien finalement avaient le même niveau de vie que leurs parents des classes supérieures aisées, mais pas le même genre de vie. Et donc, sous prétexte qu'ils avaient des sarouels qui fumaient des joints et qu'ils jouaient de la mandoline, eh bien, sous ce seul prétexte-là, finalement, ils étaient d'une autre détermination politique. Eh bien, un marxiste sérieux doit convenir que non. En réalité, la détermination de classe y est bien supérieure et qu'en fait, ces gens-là ont bien plus en commun avec leurs parents qui parfois étaient dans des gros industriels, etc., ont bien plus d'intérêts économiques et idéologiques en commun que ne vont l'avoir des personnes qui se disent simplement de gauche ou de droite parce qu'ils sont pris, là aussi concept important de Marx, dans la fausse conscience. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui vote aujourd'hui Front National et un ouvrier qui, je ne sais pas, continue de voter Mélenchon ou Fabien Roussel, que sais-je, etc., eh bien, les deux demeurent avec beaucoup plus d'intérêts quotidiens communs, quand bien même l'un se dirait désormais plutôt de droite et l'autre plutôt de gauche. Ça, ce sont des catégories qui nous empêchent clairement de penser. Donc je pense qu'il faut absolument les combattre, mais dans un premier temps, pour pouvoir les combattre, et c'est l'enjeu du livre, il faut déjà les resituer correctement sur l'échiquier politique et qu'on comprenne bien effectivement que j'ai des adversaires, disons, à droite, j'ai des adversaires à gauche et ils en font partie. Et encore une fois, je ne me situe pas à leur côté. Pour moi, c'est pour ça que quand on entend « oui, mais il faudrait faire alliance avec un tel ou tel autre », pourquoi donc, d'accord ? Et encore une fois, ce qui est intéressant quand même de souligner, c'est que on sait qu'Europe Écologie Les Verts, et notamment par l'intermédiaire de Sandrine Rousseau plus récemment, se fait un peu la figure de proue de ce qu'on pourrait appeler le wokisme. Oui, totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous refont le même coup à chaque fois, en fait, aux européennes, qui sont là aussi des élections qui n'intéressent en réalité absolument pas les classes populaires. Et on se demande bien pourquoi d'ailleurs, alors qu'il y aurait une grande nation et un grand peuple européen, etc. N'est-ce pas ? On se demande bien pourquoi les classes populaires n'ont que faire des élections européennes. Bon, ces élections européennes qui, encore une fois,
ne font voter et ne réunissent qu'une petite minorité d'une certaine bourgeoisie intellectuelle et d'une grande bourgeoisie, eh bien portent au mur à chaque fois les écologistes. C'était le cas en 2009, c'était le cas, il y en a eu une entre les deux, je ne sais plus, et c'était le cas encore une fois la dernière fois. Et donc à chaque fois, ils se sentent pousser des ailes et ils ont l'impression que ça y est, ce sont les grands représentants d'une grande gauche ennemie, etc. Et puis patatras, dès qu'arrive l'élection qui importe encore une fois les Français, c'est-à-dire l'élection présidentielle, on peut le regretter par certains aspects, mais de fait, bon, c'est quand même une réalité. Là, encore une fois, et moi j'essaie de m'en tenir aux réalités. Bien, ils sont très très rapidement évincés et on voit bien qu'en fait, les Taubira, les Jadot, etc. sont complètement évincés. Et que finalement, un candidat comme Roussel, sur lequel j'aurais beaucoup de critiques que j'ai déjà émises, eh bien finalement, ou même Mélenchon, quand il en revient à un discours quelque peu souverainiste à certains moments, etc., eh bien, voit derrière lui une majorité de la population, là où une Taubira est complètement dans les choux. Loïc Chéniaud, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle votre livre « Marxiste et intersectionnalité » aux éditions Delga, que je recommande à nos amis de TV Liberté. C'est un peu loin de notre rivage, mais le réel, justement, c'est d'admettre que tout n'est pas soi. Merci beaucoup Loïc, et je souhaite vraiment beaucoup de succès à votre livre parce que j'ai très peur, pour les autres comme pour les miens, qu'on termine, puisque les woke sont les éveillés, donc c'est un mouvement qui a quand même une base sectaire assez raide, parce que nous terminions tous dans une sorte de duel de sectes sur un terrain entièrement fait par les eurocrates et les oligarques, et ça, ce serait le pire des mondes possibles. Merci à tous, à très bientôt sur TV Liberté bien sûr.